À Jarville-la-Malgrange, en Meurthe-et-Moselle, Sylvie et Gérard semblent mener une vie tranquille, mais un soir de mai, ce beau tableau familial vole en éclats. Sylvie se rend chez sa voisine, elle lui avoue alors qu'elle vient d'abattre son compagnon d'une balle en plein cœur. Sylvie se dit libérée, car elle aurait vécu 35 ans d'enfer auprès de Gérard. Elle aurait été violentée, humiliée et même violée par son conjoint. Pour poursuivre cette quotidienne, nous partons maintenant à Jarville-la-Malgrange. C'est en Meurthe-et-Moselle. Un soir de mai, la vie de Sylvie et Gérard tourne au drame. Sylvie se rend chez sa voisine et lui fait une révélation fracassante. Elle vient d'abattre son compagnon d'une balle dans le cœur alors qu'il venait de s'endormir sur le canapé. Et Sylvie poursuit ses révélations en affirmant qu'elle se sent enfin libérée. Rapidement, la police arrive sur place et découvre le corps sans vie de Gérard. L'arme du crime est dans la cuisine. Sylvie est arrêtée et placée en garde à vue. Les enquêteurs mettent alors le doigt sur une histoire familiale tourmentée. Ils apprennent que Gérard était violent et que Sylvie n'était pas la seule femme à partager sa vie. Corinne, le premier amour de Gérard, partageait également la vie du couple. Toute sa vie, en fait, Sylvie aurait été humiliée, rabaissée et même parfois violée par Gérard. Elle aurait vécu dans la peur pendant plus de 30 ans jusqu'à cette nuit tragique où elle a finalement décidé de mettre fin à son calvaire. Et cet acte aurait été dicté à Sylvie par une voix dans sa tête. Sylvie évoque alors une vie de couple où les violences étaient quotidiennes. Elle parlera de tentatives d'étranglement. Elle parlera du fait qu'il lui cognait la tête contre les murs. Et elle parlera de violences sexuelles. D'après la mère de famille, Gérard serait devenu violent entre 2010 et 2011, une période où le couple bat de l'aile. En 2010, donc 2 ans avant le meurtre de Gérard, Sylvie rencontre un homme lors d'un voyage en Tunisie. Avec cet homme, elle va avoir une relation extra-conjugale et ils vont devenir amants. Elle a eu un coup et pour cet homme. Elle s'est dit, c'est mon prince charmant, mon prince des mille et une nuits. Elle y a cru. Une aventure qui ne durera que quelques semaines. Elle se rend vite compte que c'est un jeune homme qui en veut après son argent. Et elle rentre en France. Pour les avocats de Sylvie, cet épisode n'est que l'élément déclencheur d'une situation qui perdure depuis des années. Pire, des propres dires de Sylvie, Gérard était devenu un véritable bourreau. Il y avait avant l'infidélité déjà des violences psychologiques et des violences physiques, mais elles étaient bien moindres. Et je dirais que les viols ne sont intervenus qu'après le retour de Sylvie de Tunisie. Ces viols étaient comme une sorte de vengeance de la part de Gérard. À la fin de la garde à vue, Sylvie est donc mise en examen pour le meurtre de son mari et placée en détention provisoire. Une instruction est ouverte et une enquête diligentée auprès des proches de Sylvie. Elles décrivent Gérard comme un homme très possessif, très jaloux. Elles disent que c'est quelqu'un qui pouvait être violent dans les mots. Notamment, l'une d'entre elles dit qu'elle a été menacée de mort par Gérard. Afin de s'assurer que les allégations de Sylvie et de son entourage sont vraies, les enquêteurs interrogent Claire, la fille du couple. Et là, c'est la surprise. Point par point, elle va contester en disant non, il ne s'est jamais passé ce qui s'est passé. Je vivais dans cette famille, je vivais dans cet appartement tout le temps. Je n'ai jamais constaté mon père frapper ma mère. Je n'ai jamais constaté des rapports sexuels très longs et violents dont ma mère pourrait se plaindre. Pour les experts, c'est évident. Sylvie est tourmentée par une trajectoire de vie instable et chaotique. Lors des expertises psychiatriques et psychologiques, Sylvie apparaît comme une femme faible, avec des failles énormes. Sylvie a une dépendance pour Gérard.
il y a une grande affection et en même temps une dépendance matérielle, une dépendance financière, une dépendance de la gestion du couple. Et malgré ces violences, Sylvie s'est accoutumée au quotidien difficile qu'elle décrit. Clairement, on peut parler d'un syndrome de Stockholm, puisqu'elle s'est attachée à son bourreau, elle s'est attachée à celui qu'elle décrit comme étant son bourreau du quotidien. Un bourreau qu'elle fait taire la nuit du 15 mai 2012. Un crime que Sylvie niera avoir commis volontairement tout au long de l'instruction. C'est 4 ans après les faits, et c'est là que le procès de Sylvie s'ouvre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. La mère de famille encourt alors 30 ans de réclusion criminelle. L'ambiance perpétuité, perpétuité même, perpétuité. Donc l'ambiance est très particulière dans la salle d'audience, car cette affaire fait écho à l'affaire Jacqueline Sauvage. Vous savez, cette femme a bénéficié quelques mois plus tôt, avant ce procès, d'une grâce présidentielle partielle après avoir abattu son mari violent. Et là aussi, maître, c'est vous qui la défendiez. Pendant 4 jours, donc, Sylvie revient à la barre sur les sévices que lui a fait subir Gérard pendant toutes ces années. Durant 4 jours, Sylvie explique froidement les violences dont elle aurait été victime. Une attitude et des propos qui heurtent les parties civiles. Ce qui a choqué la partie civile dans ce procès, c'est qu'on a voulu décrire la victime comme un monstre. C'est-à-dire comme quelqu'un, après tout, qui n'aurait eu que ce qu'il méritait. Et on a inventé des faits, on a inventé des violences dont on ne sait pas si elles ont existé, en tout cas elles n'ont pas été établies. On a évoqué des agressions sexuelles, on a évoqué et invoqué des viols toutes les nuits, pendant des heures et des heures. Enfin, ça devenait plus crédible d'ailleurs. Donc tout ça, c'était dur aussi à vivre pour la famille de la victime. Parmi les membres de la famille de Gérard, le témoignage de Claire, la fille du couple, est très attendu. Car la jeune femme a toujours récusé les violences évoquées par sa mère. Elle dit « j'étais le joyau, j'étais l'enfant chéri de ce couple ». Elle s'est sentie aimée, Claire, pendant son enfance. Néanmoins, elle va donner une version un peu différente de ce qu'elle a pu donner aux enquêteurs. Elle va dire « maintenant que je suis devenue maman moi-même, maintenant que je suis mariée, je me rends compte que dans mon enfance, j'étais sous l'emprise de mon père. Et que ma mère était sous l'emprise de mon père. » C'est un véritable coup de théâtre. Néanmoins, Claire refuse que l'on diabolise son père. Pour elle, ses parents étaient tous les deux violents, l'un envers l'autre. Le 24 mars 2016, le verdict tombe enfin. Elle risquait 30 ans de réclusion criminelle. Finalement, elle sera condamnée à 9 ans de réclusion criminelle.